Les acquéreurs, ils achètent avec énormément d'émotion euh, et ils sont assez aveugles à tous les contraintes techniques de leurs biens. Donc, comme conseil, ça serait de se détacher le plus possible quand ils font une visite. Irina, elle dit une chose très juste. Irina, c'est mon invitée. Irina, elle dit, oui, finalement, souvent, les acquéreurs, ils sont dans cette logique du coup de cœur et donc ils regardent pas de suffisamment près les contraintes techniques quand ils veulent acheter un bien. Alors, on va retrouver évidemment Irina dans cet épisode. Je vais laisser de côté, une fois n'est pas coutume, les questions fiscales, juridiques, pour aller sur le côté technique. Bah oui, choisir un bien immobilier pour de l'investissement, c'est pas que de la fiscalité, hein, si elle est importante. C'est aussi savoir déceler les pièges. Et Irina, qui est architecte, elle est basée sur Paris, mais elle se déplace dans toute la France. Et qu'est-ce que c'est son travail? Elle accompagne les acquéreurs pour les aider à débusquer les problèmes techniques de leurs biens, quand c'est pas des spécialistes de ces questions-là. Eh ben, Passion Imo, c'est parti. Avec mon invitée Irina Lungu, nous allons parler de visite des biens immobiliers et des contraintes techniques, des pièges qui peuvent être décelés à cette occasion. Bonjour Irina. Bonjour Eric, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très très content de t'avoir comme invité parce que les auditeurs du podcast et de la chaîne YouTube le savent bien. J'ai plutôt l'habitude, moi, de traiter des questions de fiscalité, des questions juridiques par rapport à l'achat immobilier. Parce que moi-même, bon, c'est un petit peu quand même voilà, ma compétence et je préfère parler de choses que je maîtrise quand même. Et c'est vrai que la dimension technique, en général, je la laisse plutôt de côté. Donc là, je suis très content de t'avoir comme invité parce qu'on va pouvoir aborder cette question-là, qui est la question, et qui est une question absolument fondamentale quand on veut acheter un bien immobilier, qui est cette dimension technique. Alors nous, on va absolument pas parler de juridique et de fiscalité, c'est pas du tout le sujet. On va rester sur ce créneau. Alors, Irina, dans un premier temps, je vais te demander de te présenter, de nous expliquer un petit peu ton parcours, voilà, qui t'a amené il y a quelque temps à créer ton propre cabinet, hein, si j'ai bien compris. Mhm, tout à fait. Voilà. Eh ben, je te laisse la parole. Merci Eric. Alors, je suis architecte avec plus de 6 ans d'expérience. J'ai commencé il y a très 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 longtemps en faisant un peu le tour de l'Europe. J'ai travaillé un peu partout dans 6 pays différents, en Pologne, en Roumanie, en Italie, Espagne, Pays-Bas. Aujourd'hui, je suis à Paris. Sur Paris, j'ai travaillé notamment sur des projets assez emblématiques comme le musée des Invalides, le centre Pompidou, l'école polytechnique, la gare Villejuif sur la ligne 14. Voilà, aujourd'hui, j'ai formé mon agence, j'ai créé mon agence dans le 8e et j'ai une approche assez complète sur l'architecture grâce à mon expertise, à la fois assez technique et créative. Et je fais une partie, je prends en charge la partie de début d'achat immobilier, comme on va parler aujourd'hui. On va y venir. Du coup, mon rôle, c'est de venir et m'assurer que le bien, il est dans un bon état, que les travaux, ils vont pas aller au-dessus du budget. Alors, on va venir à tout ça parce que c'est un petit peu ouais, c'est le sujet. On en avait un peu discuté au téléphone. Tu es originaire de Roumanie, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et voilà, donc tu es venu en France il y a déjà pas mal de temps, hein, de fait. Alors moi, ma première question, avant vraiment qu'on aille dans le détail hein, de cet accompagnement que tu proposes aux acquéreurs, parce que c'est un petit peu ça quand même. Mhm. Qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à
te dire: «Bon, bah, je vais quitter, quelque part le confort», parce que j'imagine il y a un certain confort de travailler dans des cabinets d'architecture, traditionnels et de dire: «Bon, bah, voilà, je vais me mettre à mon compte et je vais proposer mes propres services». Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette, démarche? J'étais toujours extrêmement passionnée par l'architecture. D'ailleurs, j'ai mon projet de fin d'études. Il a gagné, il était élu comme un des les plus bels projets de tout pays. Ah bah, bien. Donc, quand j'ai commencé, j'avais déjà mon style et je l'ai perfectionné au fur et à mesure dans les bureaux assez haut placés à côté des architectes, stars architectes. Voilà. Et après un petit moment passé dans tous ces bureaux, je me suis dit que c'est le moment de me détacher un peu et créer ma propre structure. D'accord, ouais. Mais je suppose que tu as vu qu'il y avait un besoin quand même de la part des c'était quoi le déclic, ce déclenchement pour proposer tes services? Des expériences auxquelles tu as été confronté? Des gens que tu connaissais qui ont eu des difficultés à choisir un bien sur le plan technique? En fait, une fois que je me suis lancée, j'ai rentré, disons, dans le dur, parce que les clients avec lesquels je travaillais, ils étaient plutôt dans le haut de gamme, C'est donc ça, ils avaient tous les expertises, oui. tous les gens, ils étaient assez bien entourés. Donc voilà, une fois que je suis sortie de ma bulle, j'ai commencé à connaître pas mal de gens. J'étais demandée de faire des permis de construire, des rénovations, parce que voilà, je fais toutes ces parties-là, archi, design d'intérieur. Et quand je voyais les biens, bah, ça m'arrivait d'être un peu choquée parce que je tombais sur des projets un peu impossibles. Je vous donne juste un petit exemple. Il y avait une femme qui avait acheté une maison à Villejuif à 350 000 et elle voulait faire pas mal de choses dans une surélévation, etc. Juste le budget pour faire ce type de choses, alors que son terrain, il était déjà dans un état pas très bon, euh, coûtait 300 000. En plus? Oui, en plus. Ah oui! Ah oui, d'accord. Voilà, voilà, voilà. Et du coup, j'ai pas mal d'exemples comme ça. Ah oui, alors attends, on va rester quand même sur cet exemple-là, parce que ce qui est intéressant, c'est de développer un petit peu. Donc je résume, on a une dame qui veut acheter un bien immobilier. Le bien immobilier vaut 350 000 et les travaux qu'elle envisage sont d'une ampleur telle qu'il y en a pour 300 000 euros supplémentaires. On se retrouve Exactement. avec un budget total de 650 000. C'est ça. Bon, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est elle qui avait mal dimensionné l'ampleur des travaux? Donc ça veut dire qu'elle a travaillé au préalable sans études, que c'était un coup de cœur: «Ah tiens, j'achète une maison et je vais faire des travaux». Ça a été quoi sa manière de fonctionner avant que tu l'accompagnes? C'était un peu les deux, en fait. Elle avait le coup de cœur. Donc, auprès des statistiques, 80% des acheteurs décident après une première visite, Mmh. et c'était son cas. Euh, et voilà, elle a bien aimé la maison et elle a posé la question auprès de l'agent immobilier. Voilà, combien ça pourrait coûter mon projet de vie? Et l'agent immobilier, il a dit, ne vous inquiétez pas, ça va pas aller plus de 100 000. Et voilà, elle avait ce type de budget en prévision. D'accord. Donc, quand ça veut dire que quand elle avait eu ce premier contact avec l'agent immobilier, elle était sur un budget de 450. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, 450. D'accord. Après, comment elle te contacte? Comment ça se passe? Oui, j'étais recommandée, voilà, j'ai un petit réseau déjà. D'accord, ouais. Donc, elle te contacte et comment ça se passe concrètement? Tu vas sur place? Comment tu travailles à ce moment-là? Parce que c'est ça qui va intéresser, les gens qui nous écoutent, c'est comment concrètement les choses, se passent. Et pour rester sur ce dossier-là, parce que c'est celui qui m'intéresse pour l'instant. Bah, pour ce dossier-là, je vous dis, j'étais déjà contactée pour faire le permis de construire, donc je voyais d'autres types de choses. J'ai regardé d'autres types de choses, voilà, avec quel type d'ingénieur il faut parler pour voir l'état du sol, ces Mmh types de mh. choses. Mmh. Mais par contre, quand je fais une visite pour valider l'achat, ça se passe un peu différemment, parce que
je demande tous les documents en avance pour bien lire, voilà, tous les diagnostics, tous les 200, 300 pages dans la promesse de vente qui sont assez difficiles à lire, sont assez techniques et c'est toujours écrit en petits mots ou c'est juste une petite proposition qui fait toute la différence. Du coup, je lis ça en amont et une fois que j'arrive sur place, voilà, je me déplace partout, je pose toutes les bonnes questions assez techniques. Bien sûr, ça gêne un peu les agents immobiliers parce qu'ils sont là pour, bien sûr, faire leur vente, vendre des rêves. Et moi, je viens avec une autre expertise, avec d'autres types de questions et il n'y a pas toujours les réponses. Et je bouge partout le mobilier. D'accord, ouais. Mais je voudrais qu'on reste quand même sur le dossier de Villejuif. Mhm. Ouais, ouais. Le dossier de Villejuif, donc tu as visité le bien, etc. T'as fait des devis à ce moment-là qui permettaient de chiffrer à hauteur de 300 000 au lieu de 100 000. Comment t'as fait là concrètement? Déjà, j'ai beaucoup d'expérience de terrain. Donc, quand je vois un appartement ou une maison, je peux déjà chiffrer, bon, approximativement. Oui, bien sûr. Voilà, je peux voir un budget. Et effectivement, maintenant, on travaille pour voir comment on peut optimiser ces prix-là, trouver des options, voir si elle peut mettre en location quelque chose à côté. Et bien sûr qu'une fois qu'on commence à travailler, et j'intègre aussi les ingénieurs structure qui peuvent regarder le terrain, la structure, s'il y a des soucis, voilà, qui peuvent coûter encore plus cher. C'est à ces moments-là que je donne un vrai budget travaux. Mais voilà, d'une première approche, quand on parle d'une surélévation sur un terrain qui est pas très stable, où elle veut déplacer la façade, faire Oui, les parce que changements. là, c'était le cas. Elle voulait surélever hein, Oui, le bien, donc ça impliquait un certain nombre évidemment, d'interventions quand même assez lourdes. oui, oui, oui. On parle de la lourde élévation. Et alors, quand tu lui as annoncé, voilà, ça va vous coûter 300 000 euros de travaux et non pas 100 000 comme vous l'imaginiez, ça a été quoi sa réaction? D'accord. Elle était très choquée. Voilà, elle savait plus quoi faire parce qu'elle a déjà fait son crédit immobilier. Elle s'est déjà endettée pour faire cet achat. Et voilà, c'est une situation assez difficile. Donc, on travaille aujourd'hui pour effectivement voir comment elle peut financer ça. D'accord. Donc si je résume, elle avait signé, pour un achat à 350, elle pensait avoir pour 100 000 € de travaux, donc elle signe, elle demande son prêt immobilier, hein, je Oui, 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 suppose oui, oui. et ensuite, quand tu interviens, tu lui annonces que c'est pas 100 000, c'est 300 000, mais sauf qu'elle a acheté. Oui, Eh oui! Sauf qu'elle a acheté. Alors c'est quoi aujourd'hui sa démarche? Elle s'est pas posé la question de faire annuler la vente, éventuellement? c'était trop tard. Elle avait acheté Ah! il y avait un moment. Après, elle a parlé bien sûr avec sa famille, comment faire le projet. Et à ce moment-là, elle s'est posé la question de parler avec un architecte. Ouais. Mais Donc, c'est voilà. ouais, ouais, ouais. Donc on pourrait presque alors je dis pas ça parce que tu es intervenu, mais c'est presque trop tard, quoi. Il aurait fallu parce que l'idéal, ce serait qu'elle ait fait appel à toi au moment avant de signer le compromis de vente. Oui, oui, oui. C'est exactement le motif qu'aujourd'hui je propose ce type d'accompagnement. Parce que c'est pas le seul cas que j'ai trouvé. Euh, et je pense que ça pourrait aider énormément des gens pour sécuriser leur achat, pour être Ouais, sûr que voilà, ils vont pas dépasser, il n'y a pas de vis cachés, il n'y a pas des problèmes qui vont arriver, ils vont tomber comme ça sur ouais. eux. Mhm.
de signer, hein, si j'ai bien compris l'histoire. Oui, 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 tout à fait. Alors, c'était un appartement, un très joli appartement. Pour qu'on situe un petit peu, on est dans quelle ville? On est toujours sur Paris, On est sur Paris, d'accord. L'appartement coûte combien? autour de 600 000, je pense Ah que c'était oui, ça. 600 000, d'accord, 600 000. Ah oui, 60 000 euros, c'était l'apport peut-être. Oui, 60 000 extra. D'accord, ok. Donc, on est sur une acquisition à 600 000. Dans quel coin de Paris? À peu près, hein, c'est juste que ça permet de visualiser les Plutôt choses. 14e. D'accord, dans le 14e. Euh, Qu'est-ce qu'il veut en faire? Pour de l'investissement ou pour son habitation Non, principale? pour leur habitation. D'accord, pour son habitation principale. Donc Voilà. j'imagine qu'à ce stade-là, l'appartement lui plaît, tout convient, hein, j'imagine. Voilà. Et donc, toi, tu arrives. Qu'est-ce qui te demande à ce moment-là? Parce que là, on pourrait se dire que sa demande, elle est moins, comment dire, moins pertinente quelque part, dans le sens où il veut pas mettre en location, il veut peut-être pas faire de gros travaux, je sais pas. Voilà. Alors pourquoi il fait appel à toi à ce moment-là? Je pense que c'est le cas quand elle m'avait fait appel pour la troisième visite. Juste pour être sûr à 100% que son bien il est en bon état. Elle avait déjà le coup de cœur, elle s'imaginait dedans et s'est projetée à chaque jour. Et en parlant avec ses amis, je pense une personne lui avait dit voilà, je connais Irina, elle peut venir t'aider voilà pour t'assurer que le bien il est dans bon état. Ouais. Voilà, c'était juste une idée qui est venue comme ça. Oui, c'était vraiment pour se rassurer avant de signer. C'est ça, c'est ça. Bon, Elle était prête à signer. d'accord. Alors toi, tu arrives et qu'est-ce que tu constates sur ce dossier? Quand j'arrive, bah, encore une fois, j'avais déjà lu tous Oui. les documents et j'avais déjà mes doutes, mes questions. Donc, une fois que j'arrive, Pourquoi, je suis désolé, mais moi j'aime bien les détails, oui, mais pas de souci. pourquoi tu avais un doute à la lecture des documents? Et quels documents? Qu'est-ce qui t'a mis un doute à la lecture des documents? Dans la promesse des ventes, Ouais, c'était écrit, je sais plus exactement, c'était écrit une fois qu'il y avait des inondations. Euh, les inondations et encore quelque chose. Il y avait des petites choses qui me posaient des questions, d'accord. comme ça. Dans les fiches de copro, je pense, les charges, c'était quelque chose de cette nature-là. Voilà. Oui, 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 c'est ça. Ouais, je lis tous les documents et ensuite, j'imagine, voilà, ça c'est un peu bizarre, Ouais. Mmh. voilà. Mmh. Mais bon, encore une fois, au moment quand j'arrive, c'est le moment quand tout se dévoile. Et donc là, tu arrives et qu'est-ce que tu constates? Qu'est-ce qui pose problème dans Ah, l'appartement? et ben j'arrive et je suis amenée par l'agent immobilier, tellement gentil d'ailleurs. Elle nous montre voilà toutes les pièces. Et le moment quand je suis laissée un peu faire mon travail, je commence à constater pas mal de taches sur les murs, des taches qui m'ont interpellé beaucoup Mmh. parce que l'appartement il était refait à neuf. Oui. Euh, c'est ça. D'accord. Et voilà, je commence à regarder partout, sur le sol, les pentes. Voilà, il y a pas mal de petits trucs. J'avais dit une fois que c'est comme une liste de 100 points de contrôle Mmh à mh. faire une fois Oui. que je suis là. Euh, et je regarde, je constate que le mur, les murs extérieurs, ils étaient assez mouillés, qu'ils ont commencé à avoir de la moisissure. Moisissure qui était cachée par un placo. Alors à l'intérieur, il y a de la moisissure qui avait été camouflée par des plaques de placo. C'est ça? Des D'accord. placos tellement bien faits. Euh, on dirait même pas, quand on regarde comme ça l'appartement, on dit qu'il est propre, qu'il est bien rénové. Mais voilà.
Et tu penses que c'est les vendeurs qui avaient caché, qui avaient, volontairement camouflé, ça? Ça, tu Je sais peux pas? pas dire, je sais pas, ça peut être le propriétaire. Ouais, je vais me permettre une parenthèse. Ton histoire me fait penser à quelque chose qui est un arrêt de la Cour de cassation, donc qui date, hein, déjà, où on avait des Mmh. vendeurs qui savaient qu'il y avait des termites qui, grignotaient, voilà, donc le bois, des charpentes. Et Mmh. qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient recouvert de plaques les charpentes pour cacher pendant la visite la présence des termites. Et donc l'acheteur avait, bah, il avait acheté de bonne foi. On était avant enfin, on était hors zone thermite, donc il y avait pas, voilà, il Mmh. y avait pas lieu de faire de contrôle à ce niveau-là. Et une fois que le propriétaire a acheté, il a enlevé les plaques et il a vu que, bah, c'était bouffé par les termites. Voilà. Alors lui, il a fait annuler la vente. Ah Ah d'accord. oui, il a fait annuler la vente. Et c'est la raison pour laquelle je me demandais si c'était les vendeurs qui avaient caché, les moisissures, par des plaques. Bon là, tu sais pas, mais on en revient donc à ton histoire où tu découvres ces moisissures derrière les plaques. Oui, et encore une fois, je me plains pas vraiment des agents immobiliers. C'est leur travail de présenter n'importe quel type de bien et d'essayer de le vendre. Après, chacun fait comme il peut, chacun, voilà. Oui, puis, moi je vais rappeler un truc, hein, c'est-à-dire qu'un agent immobilier n'est pas tenu à avoir l'expertise d'un professionnel du bâtiment, Oui, c'est hein, ça. et ça, c'est un rappel de la jurisprudence, que ce soit les cours d'appel ou les cours de cassation le rappellent régulièrement. L'agent immobilier, c'est pas un professionnel du bâtiment, c'est pas un architecte, ce n'est pas un fiscaliste, ce n'est pas un juriste, voilà. Alors il a une tâche, hein, de mettre en relation un vendeur et un acquéreur, mais tout cet accompagnement n'est pas de son ressort. Voilà, donc je peux même pas blâmer Oui, c'est ça. l'agent immobilier ici, hein, c'est que peut-être qu'il aurait pu poser des questions, ça je sais pas, puis on va pas noircir le tableau, mais en tout cas, alors tu fais cette découverte, je suppose que tu en informes le futur potentiel acquéreur. Ah oui, bien sûr. Je commence à parler de ce type de choses. Ensuite, je regarde, voilà, je regarde plus, je regarde derrière le mobilier, je commence à bouger tout autour. Voilà, je dis à mon client, je pense pas que c'est une très bonne idée cet appartement. Voilà, parce que si on prend juste cette chambre, je vais vous dire un peu plus. Il y avait deux chambres et il s'imaginait avoir un enfant un jour. Ouais, J'ai dit, parce que les gens, ils se posent pas beaucoup de questions quand il y a le sujet de moisissure. En général, on se dit, il n'y a pas de souci. Mais il y a différents types de moisissures. Et là, c'était le cas un peu déjà avancé. d'accord. Et voilà, être exposé à la moisissure, ça donne des très graves de santé à la fin. Donc, c'est bien d'échapper ce type de bien. Oui, non, non, mais complètement. Ouais. Voilà, donc je lui avais dit, voilà, ça peut te coûter plus que tu avais prévu déjà. Juste pour réparer cette zone, ça va te coûter plus 60 000, si je me rappelle bien. Ouais. En plus, c'est-à-dire s'il avait acheté, il aurait dû faire des travaux supplémentaires à hauteur de 60 000 euros. Oui, juste pour Pour régler ça, pour cette ce problème de partie-là. moisissure. Voilà, et ensuite, si elle voulait mettre de l'isolation, voilà, tout ce qu'elle s'envisageait à faire, bah, le chantier, il montait assez vite et du coup, il était hors budget. D'accord, OK. Donc il a pas acheté? Non, Non, donc non, il a non, non. oui, oui, il a pas acheté et tu lui as alors là, on peut dire que finalement tu lui as sauvé un peu la mise parce que ça lui a permis quand même, là, une économie sur un projet, dont tu as dit que c'était un coup de cœur au départ, donc c'était un peu dangereux cette histoire-là. Bah, imaginez-vous, deuxième visite, c'est déjà, elle Oui, faisait, pardon, la troisième visite, c'est déjà ouais. assez avancé dans le processus. Tout à fait. Moi, de ce fait, j'ai une question. Demain, j'achète un bien, bon, imaginons, même si je suis pas parisien, j'achète un bien sur Paris.
hauteur de 600 000 euros, etc. Je fais appel à Irina, alors sans me donner de prix exact, mais c'est quoi les honoraires pour faire ce genre de prestations? Parce que je pense que c'est intéressant aussi de savoir qu'est-ce que tu factures en fait ici. Si tu veux bien répondre à cette question, hein, bien sûr. Je peux vous dire que j'ai plusieurs types de packs, bien sûr, pour Oui, différents types de demandes. Parce qu'il y a des clients qui veulent pas s'occuper beaucoup de cette folie de visiter et donc ils me disent que je peux aller pour eux de leur part. toi, ça t'arrive de visiter à la place de l'acquéreur dans un Oui, premier oui, temps? oui, Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est-à-dire que là, l'acquéreur, il te mandate pour organiser, pour faire les visites et puis je suppose, tu lui fais un rapport après, tu lui donnes oui, un bien avis sûr. sur les visites que tu as. Ok. Et lui, il ne va visiter finalement que les biens que tu as peut-être sélectionnés. Oui, c'est ça. D'accord. Ah oui, ça, je savais pas que tu pouvais fonctionner comme ça. Donc j'ai un forfait, disons, comme one shot, je Oui. l'appelle pour les personnes qui veulent voir comment ça se passe, de travailler avec moi. Et là, c'est vraiment une visite unique. Mhm. Bien sûr, il y a en général, il n'y a jamais une seule visite, il y a plusieurs Oui, visites. je me doute. Donc là, il y a plusieurs types de forfaits avec plusieurs types de visites. Ça dépend aussi de leur engagement, Mhm. l'engagement de mes clients, s'ils veulent être là ou s'ils veulent aussi lire toutes les choses. Voilà, c'est assez différent. Et voilà. Donc, sur une palette, disons, ça peut aller entre 1000 à 6000. D'accord, oui, après ça va dépendre du bien, de l'investigation qu'il y a à faire, du nombre de visites à réaliser, on est Oui. d'accord, voilà. Ouais, mais ça donne un ordre de grandeur, hein. Et tu vois, je fais une parenthèse par rapport à ça. On a de plus en plus d'acquéreurs qui parfois, alors évidemment, je parle pas d'un bien qui va coûter 80 000 euros, mais ils sont éventuellement accompagnés d'un avocat spécialiste en immobilier, d'un architecte dans ton Mhm. cas, etc., d'artisans, parce qu'ils ne souhaitent pas et ils n'ont pas la compétence, parce que je pense que c'est ça, ils estiment ne pas avoir la compétence pour Mhm. prendre ces décisions. D'accord. Alors, en plus, je crois que bon, tu es dans le 8e arrondissement de Paris, mais tu te déplaces dans toute la France, Oui, hein, oui, voilà. oui, partout. Oui. Ah oui, bien sûr, ouais. Donc ça, c'est une évidence. Irina, on va terminer sur un point qui est celui de tous les documents techniques qui accompagnent à la signature du compromis. On sait que si on retourne 25 ans en arrière, bah, en France, on n'avait pas, bon, il y avait des obligations, mais en tout cas, sont venus s'ajouter au fil du temps un certain nombre de diagnostics. Alors, l'idée, elle est bien, c'est informer l'acquéreur de la réalité du bien, mais il y a un revers de la médaille, c'est que, c'est une masse de documents aujourd'hui, hein, c'est tellement une masse de documents qu'en général, on les imprime plus, on met ça sur une clé USB, etc., parce que tu as parlé de 200 ou 300 pages, bah oui, mais c'est la réalité des choses. Donc, une masse de documents. Honnêtement, quand on lit un diagnostic électrique, pour prendre cet exemple-là, si on n'est pas du métier, il y a quand même une difficulté à comprendre l'ensemble du vocabulaire technique. Donc il y a aujourd'hui une vraie difficulté. Et beaucoup d'acquéreurs, bah, qui sont pas, voilà, qui connaissent pas très bien tout ça, ils le disent eux-mêmes. Ouais, bah ok, on nous remet plein de documents, mais en fait, on ne les lit même plus, C'est tellement il y ça. en a, voilà, on ne les lit même plus. Alors je suppose qu'elle était confrontée à ça. Est-ce que toi, dans ta lecture de justement de ces documents techniques, mais qui ont pourtant été remis à l'acquéreur, donc qu'il aurait pu lire, est-ce que toi, tu y trouves parfois des choses que eux n'ont pas vues, uniquement dans les documents, Oui, oui, tout le temps. Tout le tout le temps, temps? il y a des choses qu'ils n'ont pas vues. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est que pas tout le monde a cette compétence technique et Ah, c'est normal. bah, c'est évident, ouais, ouais. Voilà. Et quand on est des métiers, moi, comme j'ai autant d'expérience sur les chantiers, expérience de terrain, Mmh. je peux assez facilement trouver déjà les points faibles.
Et c'est ce que j'ai voulu aussi dire parce qu'il y a pas mal de gens qui se disent que, ok, on peut régler nous-mêmes avec un artisan ou avec d'autres types de métiers. Mais c'est ce que je dis toujours à mes clients, c'est qu'un artisan, il va toujours proposer les choses standards. Il va pas aller au-dessus de c'est ce qu'il voit. Il va te dire très standardisé, voilà, je peux te faire une cuisine, je peux te faire un carrelage, ça c'est pas joli, on peut tout péter. Et quand il y a un architecte, voire moi quand je viens sur place, je peux matcher déjà leur vision de vie avec le bien, voir si ça colle ou pas, et mm, mettre en avant les petits défauts, les défauts du bien, et voir si à la fin ça vaut le coup d'investir. Mmh mh. Oui, mais ce que tu es capable de faire tout simplement parce que tu as l'expérience, qui te permet de suppléer au manque d'expérience, bah, de l'acquéreur, néophyte, ce qui est tout à fait, ce qui est tout Oui, et je voulais juste dire vas-y, vas-y, excuse-moi, je t'en que prie. la chose qui est aussi très importante, c'est que moi, je viens pas de la part de, voilà, de la vente. Je suis à 100% côté acquéreur. Oui. Donc, j'ai zéro intérêt, voilà, de lui dire d'acheter. Ouais, tout à fait. Oui, toi, tu es là, tu défends les intérêts de l'acquéreur exclusivement. Donc, tu pas, comme, je m'en excuse auprès des agents immobiliers, mais c'est leur travail. Tu n'es pas à défendre les intérêts et du vendeur et de l'acquéreur, ce qui est le travail de l'agent immobilier. Il donne pas la préférence à l'un ou à l'autre, il défend les intérêts des 2. Toi, tu accompagnes le travail, ici, de l'acquéreur, en tout cas la connaissance de l'acquéreur exclusivement. Oui, c'est ça. Même si après, parfois, il y a des gens qui veulent faire des travaux avec moi, ça, il n'y a pas d'engagement. Bien Je fais sûr, les ouais, visites avec eux, je les aide. Après, s'ils veulent se débrouiller eux-mêmes ou il n'y a pas de travaux, ouais, tant mieux, voilà. ouais, mmh, ouais, ouais. Et sur cette, alors je suppose, mais après peut-être que c'est moi qui suppose mal, je ne sais pas. Je suppose que tu as peut-être, une prestation où finalement tu te contentes de la lecture des documents techniques, pour le compte de l'acquéreur? Non, ça arrive ça qu'on te demande exclusivement de décortiquer les diagnostics, de dire ce que tu penses de ces diagnostics? Alors, je fais pas ce type de choses. Quand je prends une mission, je la prends Oui, c'est en complètement. tot Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'une fois qu'on est sur place, c'est là quand tous les points ils se collent et on voit les résultats. Oui, 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 oui et je comprends, quelque part ma question était un peu idiote parce que, c'est vrai que tu ne peux te rendre compte de la réalité, des problèmes techniques qu'en étant sur place et en confrontant cette réalité avec ce qui est contenu dans les documents techniques. C'est ça, oui. On est bien d'accord. Très bien. Bon, si tu devais donner un conseil à l'acquéreur qui visite un bien, qu'est-ce qu'il doit regarder peut-être avec plus d'attention qu'autre chose quand il visite un bien et que peut-être les acquéreurs n'ont pas l'habitude de regarder avec suffisamment d'attention? Compliqué de summariser tout, mais je trouve que le plus important et comme erreur que je la vois, voilà, 90% sur les acquéreurs, c'est qu'ils ont toujours le coup de cœur. Ils achètent avec énormément d'émotion et ils sont assez aveugles à tous les contraintes techniques de leur bien. Donc, comme conseil, ça serait de se détacher le plus possible quand ils font une visite, de rentrer dedans comme une personne qui veut pas acheter à tout coup et qui veut juste regarder pour se faire une idée. De pas être pressé parce qu'encore une fois, 80% des gens font une offre de la première visite euh, et voilà, d'être le plus détaché possible et ensuite laisser toute la partie émotionnelle de rentrer, tout le travail de projection. En fait, tu veux dire
le moins d'émotions possible et le plus de recul et qui devrait ici être davantage le maître mot, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour quelqu'un, voilà, qui visite un bien, qui est absolument émerveillé par ce bien, de laisser de côté ses émotions. Mais c'est là que toi tu arrives éventuellement. Évidemment, toi tu vas pas être dans l'émotion, tu vas être vraiment dans un examen purement technique et rationnel Mhm. ici des choses. Très bien. Je suis avec ma fiche. Oui, tu es avec tes fiches en fin de compte et tu oublies ce côté coup de cœur complètement. Bien. Oui, c'est ça. Eh ben Irina, je te remercie d'avoir passé ce moment. Je mettrai dans les notes de l'épisode du podcast et sur YouTube également, bah, tout ce qui permettrait de te contacter éventuellement, parce que c'est vrai que des services tels que tu les proposes, il y en a pas tant que ça en France. C'est un peu Mhm. ce qui m'intéressait, et donc je pense que ça peut être d'un grand secours pour des personnes, voilà, qui sont hésitantes sur le choix final de leur acquisition immobilière. Merci Irina et à très bientôt. Merci beaucoup, Eric, pour cette invitation. C'était un plaisir. À très bientôt.